Dans l'histoire de la marine russe, certains noms résonnent comme des légendes. L'un d'eux est Sergueï Georgievitch Gorchkov, un homme dont la vie est devenue l'incarnation du dévouement à la mer et à la patrie. Né en 1910, à l'époque des bouleversements mondiaux, il est passé de cadet à amiral de la flotte de l'Union soviétique, de commandant d'un petit navire à créateur de la flotte océanique la plus puissante du monde. Son destin est indissolublement lié à l'histoire du pays, la révolution, l'industrialisation, les années de feu de la Grande Guerre patriotique et la guerre froide ont servi de toile de fond à la formation de ce remarquable amiral. Sur les fronts de la guerre, le jeune officier a fait preuve non seulement d'un courage personnel, mais aussi d'un rare don de pensée stratégique. En commandant les flottilles d'Azov et du Danube, il a développé des tactiques uniques d'interaction entre la flotte et les forces terrestres. Ces compétences ont ensuite servi de base à une doctrine navale révolutionnaire, transformant une flotte côtière en une force mondiale capable de projeter la puissance de l'État en tout point de l'océan mondial. Un jour de février 1910, un garçon est né dans la ville ukrainienne de Kamenets-Podolsky, destiné à changer le visage de la marine soviétique. Sergueï Gorchkov est venu au monde dans une famille d'enseignants, un homme éduqué et respecté dans la ville. L'enfance du futur amiral a coïncidé avec une époque de grands bouleversements. La Première Guerre mondiale, la Révolution, la guerre civile ont balayé le pays, n'épargnant pas Kamenets-Podolsky. Le petit Serioja a vu les drapeaux changer au-dessus de la ville, les différentes autorités venir et partir, et à quel point la vie pouvait être instable lors des tournants historiques. Ses premières impressions ont forgé chez le garçon une résistance particulière aux difficultés et une capacité à s'adapter aux circonstances changeantes, des qualités qui feront plus tard de lui un éminent chef de flotte. Le père de Sergueï, Guerguy Mikhailovitch, a inculqué à son fils l'amour du savoir et une pensée systémique. La maison des Gorchkov possédait une vaste bibliothèque où le jeune Sergueï passait beaucoup de temps, passionné par les livres d'aventures maritimes et de voyages. Il était particulièrement captivé par les histoires des commandants de flotte russe, Outchakov, Nakimov, Makarov. Déjà à cette époque, un rêve de mer naissait dans le cœur du garçon, bien que la côte maritime la plus proche fût à plusieurs centaines de kilomètres. À l'école, Sergueï s'est montré un élève capable, excellent particulièrement en mathématiques et en physique, des sciences en lesquelles il est impossible de maîtriser l'art naval. Les enseignants notaient son esprit analytique et sa détermination. Lorsque le pouvoir soviétique s'est établi dans le pays, l'éducation est devenue accessible à toutes les couches de la population, ce qui a ouvert de nouvelles perspectives au jeune homme talentueux. À l'âge de 16 ans, Sergueï quitte sa ville natale pour poursuivre ses études. Son choix s'est porté sur un collège industriel à Odessa, une ville au bord de la mer où il a vu pour la première fois des navires de guerre et ressenti le souffle de l'élément marin. C'est à Odessa que son rêve de lier sa vie à la flotte s'est renforcé. Les années d'études au collège ont coïncidé avec la période de reconstruction rapide du pays après la guerre civile dévastatrice. La jeune République soviétique avait besoin de cadres qualifiés, en particulier dans le domaine technique. Sergueï absorbait les connaissances avec enthousiasme, comprenant que l'avenir du pays dépendait de sa génération. En 1927, le destin de Gorchkov a pris un tournant décisif. Il a été envoyé étudier à l'école navale Frunze à Leningrad. Pour un jeune homme de 17 ans de province, ce n'était pas seulement une nouvelle page de vie, mais un véritable bond dans l'avenir. C'est ici, dans le berceau de la flotte russe, que commença son chemin vers les sommets de l'art naval. En 1927, Leningrad accueillit Sergueï Gorchkov avec les majestueux quais de la Neva et les silhouettes des navires de guerre. L'école navale MV Frunze, le plus ancien établissement d'enseignement maritime de Russie, lui ouvrit ses portes. C'est ici, dans les murs de l'ancien corps des cadets de la marine, où étudièrent Krusenstern, Bellingshausen et Makarov, que commença la véritable biographie navale du futur amiral. Les premiers jours à l'école furent une véritable épreuve pour le jeune homme de 17 ans. La discipline stricte, le programme d'études intensif, les exigences élevées des professeurs, tout cela demandait un dévouement total. Mais Gorchkov, avec l'enthousiasme de la jeunesse, se plongea dans ses études, faisant preuve de capacités remarquables dans les sciences maritimes. Il était particulièrement passionné par la navigation, la tactique des batailles navales et la conception des mécanismes de navires. À l'école, Sergueï trouva non seulement des connaissances, mais aussi de véritables amis.
Nombre de ses camarades de classe devinrent par la suite des amiraux éminents, des commandants de navires et de formation. Les exercices conjoints, les cours pratiques sur les navires d'entraînement et les longues conversations du soir sur l'avenir de la flotte formèrent une fraternité maritime solide qu'il allait conserver toute sa vie. Le stage d'été dans la flotte de la Baltique donna au jeune cadet sa première expérience réelle du service maritime. Ayant ressenti pour la première fois le tangage du navire, les embruns salés des vagues et le rugissement des machines du navire, Gorchkov fut définitivement convaincu de la justesse de son choix. Il se souvint particulièrement d'une croisière sur un navire-école le long de la côte baltique, lorsqu'il dut pour la première fois monter la garde à la barre, ressentant la responsabilité du cap du navire. En 30, Sergueï Gorchkov sortit diplômé de l'école avec mention. Le jeune lieutenant fut affecté à la flotte de la mer Noire, le berceau de la gloire maritime russe. Le premier navire de sa carrière d'officier fut le destroyer Froudunz. Il y passa de chef de quart à commandant d'unité de combat, faisant preuve de capacités d'organisation remarquables et d'une profonde compréhension des affaires maritimes. La flotte de la mer Noire traversait alors une période de modernisation active. De nouvelles unités de combat remplaçaient les navires obsolètes de construction tsariste. Le jeune officier absorbait avidement l'expérience de ses aînés, tout en maîtrisant les dernières technologies. Le commandement remarqua rapidement le lieutenant prometteur qui se distinguait par son initiative et sa pensée non conventionnelle. En 1932, un événement se produisit qui allait en grande partie déterminer le destin futur de Gorchkov. Lors d'un exercice, il proposa une nouvelle tactique d'utilisation des vedettes lance-torpilles qui fut mise en œuvre avec succès et reçut une haute appréciation du commandement de la flotte. Ce fut la première, mais loin d'être la dernière, des solutions innovantes du futur amiral. En 1933, la carrière du jeune officier connut un essor fulgurant. Sergueï Gorchkov obtint son premier poste de commandement. À seulement 23 ans, il fut nommé commandant du patrouilleur Storm. Cette nomination fut une reconnaissance de son professionnalisme et de ses qualités de leader, car confier un navire à un officier si jeune était une décision peu commune. Les premiers mois de son commandement furent une véritable épreuve de force. Le jeune commandant devait gagner l'autorité de l'équipage, composé de marins bien plus âgés et expérimentés que lui. Gorchkov réussit cette tâche grâce à un mélange d'exigence et de respect envers ses subordonnés. Il n'hésitait pas à apprendre des sous-officiers expérimentés tout en maintenant fermement sa ligne de commandement. Sous sa direction, le Storm devint rapidement l'un des meilleurs navires en matière de préparation au combat. Le commandant accordait une attention particulière aux tirs d'entraînement et aux manœuvres dans des conditions difficiles. Gorchkov développa sa propre méthodologie de préparation des équipages, ce qui permit d'augmenter considérablement la précision du tir d'artillerie. Cette expérience fut remarquée par le commandement de la flotte et fut par la suite étendue à d'autres navires. En 1935, Sergueï Georgievitch fut transféré sur un navire plus grand, le destroyer II. C'est là que son talent de tacticien se révéla pleinement. Lors des exercices de la flotte, Gorchkov démontra à plusieurs reprises des solutions non conventionnelles qui déstabilisèrent l'ennemi simulé. Il savait anticiper, prévoir le développement de la situation et prendre des décisions proactives. L'un des moments clés de la carrière du jeune commandant fut les manœuvres de 1937, lorsque le destroyer sous son commandement attaqua, avec succès, le navire où se trouvait le haut commandement de la flotte. Utilisant le relief du littoral et les conditions météorologiques, Gorchkov réussit à s'approcher discrètement de la cible et à mener une attaque torpille simulée. Cet épisode lui valut une réputation de commandant audacieux et ingénieux. En 1938, la carrière de Gorchkov prit un nouveau tournant. Il fut nommé commandant de la division de destroyers de la flotte de la mer Noire. Il avait désormais sous ses ordres plusieurs navires de guerre, ce qui exigeait des compétences de gestion non plus d'un équipage individuel, mais d'une formation entière. C'est là que se manifestèrent ses capacités de planification stratégique et de coordination des actions de plusieurs unités de combat. Le 22 juin 1941, la vie paisible du peuple soviétique fut interrompue par l'agression perfide de l'Allemagne nazie. Pour le capitaine de deuxième rang Sergueï Gorchkov, commandant d'une brigade de destroyers de la flotte de la mer Noire, commença la plus rude épreuve de sa carrière navale. Les premiers coups de canon de la guerre retentirent également sur Sébastopol, la base principale de la flotte de la mer Noire. Ce matin-là, Gorchkov se trouvait sur le navire amiral lorsque fut signalé un raid aérien ennemi. Sans perdre une minute, il organisa la riposte à l'attaque aérienne,
faisant preuve d'un sang-froid et d'une clarté exceptionnelle dans l'émission des ordres. Dès les premières heures de la guerre, sa capacité à évaluer rapidement la situation et à prendre les bonnes décisions dans des conditions extrêmes se manifesta. Le talent de Gorchkov se révéla particulièrement éclatant lors de la défense d'Odessa. En août 1941, lorsque les troupes roumaines approchèrent de la ville, Gorchkov fut nommé commandant de la base navale d'Odessa. Il était confronté à la tâche la plus complexe, organiser l'interaction de la flotte avec les forces terrestres dans des conditions de quasi-encerclement. C'est ici que Sergueï Georgievitch appliqua pour la première fois la tactique d'utilisation de l'artillerie navale pour soutenir les unités défensives. Sur son ordre, les destroyers s'approchèrent du rivage et ouvrirent le feu sur les concentrations de troupes ennemies, faisant échouer leurs opérations offensives. Gorchkov dirigea personnellement ces raids audacieux, se trouvant souvent sur la passerelle du navire de tête. Sous son commandement fut également organisé un groupe d'artillerie navale composé de canons retirés des navires, ce qui renforça considérablement les lignes de défense de la ville. Lorsque la situation d'Odessa devint critique, Gorchkov planifia et exécuta brillamment l'évacuation des troupes et de la population civile. En quelques nuits, les navires sous son commandement évacuèrent plus de 200 000 personnes, une quantité importante de matériel militaire et d'équipements précieux. Cette opération est entrée dans l'histoire de la guerre comme un modèle de retraite bien organisé. Après l'évacuation d'Odessa, Gorchkov fut transféré à Sébastopol, où il participa à l'organisation de la défense de la base principale de la flotte de la mer Noire. Il dut y faire face à des conditions encore plus difficiles. L'ennemi disposait d'une supériorité écrasante en aviation et en artillerie, augmentant constamment la pression sur les défenseurs. Dans ce contexte, Gorchkov fit preuve non seulement d'une maîtrise tactique, mais aussi de remarquables capacités d'organisation. Il coordonna les actions de l'infanterie de marine, de l'artillerie côtière et des navires, créant un système de défense unifié. Son rôle fut particulièrement important dans l'organisation de l'approvisionnement de la ville assiégée par la mer. Sous les bombardements et les tirs incessants, les navires livraient à Sébastopol munitions, vivres et renforts, et évacuaient les blessés et la population civile lors des voyages de retour. Gorchkov élaborait personnellement les itinéraires de ces voyages dangereux, en tenant compte de l'emplacement des batteries et de l'aviation ennemie. Au printemps 1942, la situation sur le flanc sud du front soviéto-allemand restait extrêmement tendue. Après l'évacuation héroïque mais forcée de Sébastopol, le contre-amiral Durchkov reçut une nouvelle affectation importante, commandant de la flottille militaire d'Azov. Cette formation, bien qu'inférieure en puissance aux principales flottes, avait une importance stratégique pour la défense des frontières méridionales du pays. Prenant le commandement en juillet 1942, Gorchkov fut confronté à de sérieux problèmes. La flottille était peu nombreuse, composée principalement de navires civils et de vedettes réaménagées. Il manquait d'armement, de munitions, de carburant. Cependant, le jeune amiral ne baissa pas les bras. Il organisa des bases de réparation directement sur le terrain et mit en place la reconversion de bateaux de pêche en unités de combat. Sous la direction de Gorchkov, la flottille d'Azov se transforma en une force redoutable, capable de porter des coups sensibles à l'ennemi. Les raids nocturnes des vedettes lance-torpilles sur les communications ennemies se révélèrent particulièrement efficaces. Gorchkov élaborait personnellement les plans de ces opérations audacieuses, prenant en compte chaque détail, des phases lunaires aux particularités du littoral. Mais la réalisation la plus significative fut l'interaction avec les forces terrestres. Gorchkov développa un système unique de soutien d'artillerie des flancs côtiers de l'armée. Les navires de la flottille, manœuvrant le long de la côte, portaient des coups inattendus aux positions allemandes, déjouant leurs opérations offensives. À l'automne 1943, lorsque commença la libération du nord de la mer Noire, la flottille de Gorchkov joua un rôle clé dans l'opération Novorossiysk-Taman. Les navires débarquaient des troupes à l'arrière de l'ennemi, assuraient un soutien de feu aux unités avançantes et perturbaient les communications maritimes de l'ennemi. En décembre 1943, Sergueï Georgievitch fut nommé commandant de la flottille militaire du Danube. Une nouvelle tâche l'attendait, assurer le franchissement de l'un des plus grands fleuves d'Europe et soutenir l'offensive des troupes soviétiques en direction des Balkans. La flottille du Danube, sous le commandement de Gorchkov, mena une série d'opérations brillantes. La participation à l'opération Yash-Chisinau en août 1944 fut particulièrement significative.
Les navires. Le talent militaire de Sergueï Gorchkov s'est manifesté le plus brillamment dans les conditions extrêmes de la Grande Guerre patriotique. C'est là, dans le creuset des batailles, que s'est forgée sa pensée stratégique unique, qui allait par la suite transformer le visage de la flotte soviétique. Commandeur des flottilles d'Azov et du Danube, le contre-amiral Gorchkov a développé des méthodes révolutionnaires d'emploi des forces navales dans les opérations côtières. Sa principale découverte fut le concept de zéro, ou de petits navires changeant constamment de position, créait chez l'ennemi l'illusion de la présence de forces beaucoup plus importantes. Lors des batailles pour la péninsule de Kertch au printemps 1944, cette tactique s'est avérée pleinement justifiée. Le commandement allemand, désorienté par des frappes inattendues depuis la mer, fut contraint de disperser ses réserves, ce qui facilita considérablement l'offensive des troupes terrestres. Gorchkov possédait un rare don de prévoyance. En avril 1944, analysant les renseignements, il identifia avec précision la direction de l'attaque principale de l'ennemi et y transféra à l'avance des forces supplémentaires. Cette capacité à lire les intentions de l'ennemi a sauvé à maintes reprises la vie de centaines de marins et de soldats. Une qualité particulièrement précieuse de Gorchkov était sa capacité à penser de manière complexe, à voir le tableau de la bataille dans son ensemble. Il n'a jamais considéré la flottille comme une force isolée. Pour lui, elle a toujours fait partie d'un organisme de combat unifié. Ce principe d'interaction entre toutes les branches des forces armées est devenu la pierre angulaire de sa philosophie militaire. Pendant l'opération de Budapest, en hiver 44-45, les navires de la flottille du Danube ont agi comme une artillerie mobile, soutenant par le feu l'infanterie en progression. Gorchkov a personnellement développé un système de désignation de cibles, où les observateurs de l'armée corrigeaient le tir des canons des navires par radio. Cette méthode innovante a permis d'augmenter considérablement l'efficacité du soutien d'artillerie. Un autre aspect important de la pensée stratégique de Gorchkov était sa capacité à utiliser les ressources avec parcimonie. Dans des conditions de déficit constant de munitions, de carburant et de pièces de rechange, il a créé un système logistique efficace. Des équipes de réparation mobiles réparaient les navires endommagés directement sur la ligne de front, ce qui permettait de les remettre rapidement en service. Gorchkov n'a jamais été un stratège de bureau. Il participait régulièrement aux opérations de combat, dirigeant personnellement les opérations les plus complexes. Cette habitude d'être au cœur de l'action lui a donné une expérience inestimable et une compréhension de la situation réelle que ne pouvait fournir aucun rapport ou compte-rendu. L'histoire du franchissement du Danube près de la ville hongroise de Batina en novembre 1944 est révélatrice. Lorsque le premier débarquement a rencontré une résistance acharnée, Gorchkov est immédiatement arrivé au poste de commandement. Évaluant la situation, il a pris une décision audacieuse: débarquer le deuxième échelon du débarquement non pas à l'endroit prévu, mais à plusieurs kilomètres en amont, à l'arrière des fortifications ennemies. Cette manœuvre a décidé de l'issue de l'opération. La guerre a été pour Gorchkov une école sévère, où se sont forgés les principes de sa future philosophie navale, à tirer des leçons de chaque bataille, analysant à la fois les succès et les échecs. Une attention particulière était accordée à l'analyse des opérations de combat avec les commandants de navires et les officiers d'état-major. Ces discussions se transformaient souvent en séminaires improvisés sur la tactique et la stratégie. Ainsi, dès les années de guerre, les bases de la future révolution dans l'art naval étaient posées. Le mois de mai victorieux de 1945 marqua le début d'une nouvelle ère non seulement pour le pays, mais aussi pour Sergueï Georgievitch Gorchkov. La guerre, qui fut pour lui une rude école de l'art de la stratégie navale, était terminée. Il fallait maintenant appliquer l'expérience acquise dans des conditions de paix, bien que la situation d'après-guerre pût difficilement être qualifiée de calme. Le vice-amiral Gorchkov, dont les mérites de guerre avaient été récompensés par de nombreuses distinctions, fut nommé commandant de l'escadre de la flotte de la mer Noire. C'était une suite logique de sa carrière, de commandant de navire à chef d'une grande formation. Cependant, l'ampleur des tâches qui lui incombaient avait radicalement changé. La flotte de la mer Noire, comme l'ensemble de la marine de l'URSS, se trouvait dans une situation difficile. De nombreux navires avaient été perdus au combat ou étaient moralement et physiquement obsolètes. Le matériel nécessitait une mise à jour. Le personnel avait besoin d'une reconversion compte tenu des leçons de la guerre. Gorchkov s'attela énergiquement à la restauration de la capacité de combat de l'escadre. S'appuyant sur son expérience de combat, il élabora un nouveau système de formation des équipages,
mettant l'accent sur la coordination des actions dans diverses conditions. Une attention particulière fut accordée aux tirs d'entraînement, aux manœuvres en environnement complexe, à l'élaboration de l'interaction entre navires de différentes classes. Ces exercices se déroulaient souvent dans des conditions proches du combat. Gorchkov comprenait que la situation politique mondiale évoluait rapidement. Les anciens alliés devenaient des adversaires potentiels. L'ère de la guerre froide commençait, et la puissance maritime devenait l'un des facteurs clés de la confrontation mondiale. Dans ces conditions, il s'activa à défendre une révision du rôle de la flotte dans la stratégie de défense du pays. Dans les notes de service adressées au haut commandement militaire, Gorchkov défendait l'idée de créer une flotte équilibrée, capable de résoudre un large éventail de tâches, de la protection côtière à la projection de forces dans les régions éloignées de l'océan mondial. Ces idées rencontrèrent la résistance de chefs militaires conservateurs, qui estimaient que l'URSS, en tant que puissance continentale, n'avait besoin que d'une flotte de défense côtière. Cependant, Gorchkov était convaincu de son bon droit et défendit constamment la nécessité d'une flotte océanique. En 1948, Sergueï Georgievitch reçut une nouvelle nomination, chef d'état-major, puis commandant de la flotte de la mer Noire. C'était une énorme responsabilité, mais aussi l'opportunité de réaliser ses idées à plus grande échelle. À ce poste, il poursuivit le travail de modernisation de la flotte, accordant une attention particulière à l'introduction de nouvelles technologies et armements. Sous sa direction, les essais d'armes à missiles commencèrent sur la flotte de la mer Noire, arme auquel Gorchkov prédisait un grand avenir. Il fut l'un des premiers à évaluer le potentiel des missiles de croisière comme moyen de lutte contre les grands navires de surface ennemis. Parallèlement à son activité administrative et organisationnelle, Gorchkov s'engagea dans une réflexion théorique sur l'expérience de la guerre. Il travailla beaucoup à l'analyse des opérations navales, étudia l'expérience étrangère, suivit le développement de la pensée navale aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ce travail analytique lui permit de formuler les principes fondamentaux de l'emploi de la flotte dans les conditions modernes, qui servirent ensuite de base à la doctrine navale soviétique. L'un des aspects les plus importants de l'activité de Gorchkov pendant cette période fut la formation du personnel. Il comprenait que l'avenir de la flotte dépendait des hommes qui succéderaient aux vétérans de la guerre. À son initiative, le programme de formation des officiers fut considérablement élargi. De nouvelles spécialités furent introduites liées à la maîtrise des armes à missiles et de la guerre électronique. Gorchkov rencontrait personnellement les cadets des écoles navales, partageait son expérience, inspirait la jeunesse par son exemple. Au milieu des années 50, la carrière du vice-amiral Gorchkov atteignit de nouveaux sommets. Après avoir commandé avec succès la flotte de la mer Noire, une nomination l'attendait qui allait à jamais changer l'histoire de la marine soviétique. En janvier 1956, un décret fut publié nommant Sergueï Georgievitch premier vice-commandant en chef de la marine de l'URSS. Cependant, quelques mois plus tard, en août de la même année, il remplaça l'amiral Kouznetsov au poste de commandant en chef. Cette nomination intervint dans une période difficile de changement politique. Après la mort de Staline et la lutte pour le pouvoir qui s'ensuivit, Nikita Khrouchtchev arriva à la tête du pays. Le nouveau dirigeant avait sa propre vision du développement des forces armées, misant sur les armes nucléaires et de missiles par opposition au type d'armement traditionnel. Dans ces conditions, de nombreux chefs militaires de la vieille école se retrouvèrent sans emploi. Gorchkov, lui, réussit à trouver un langage commun avec la nouvelle direction du pays. Il soutint l'idée de Khrouchtchev d'un développement prioritaire des technologies de missiles, mais en même temps, il prouva de manière convaincante la nécessité d'une flotte puissante pour assurer la sécurité de l'État. Une rencontre personnelle avec Khrouchtchev, qui eut lieu peu après sa nomination, fut un tournant. Gorchkov présenta aux leaders soviétiques un rapport analytique sur la puissance maritime croissante des États-Unis et de leurs alliés, soulignant la vulnérabilité des côtes soviétiques face à la menace venant de la mer. Les arguments concernant la possibilité de frappes nucléaires depuis des porte-avions ennemis situés en eau neutre impressionnèrent particulièrement Khrouchtchev. Les premiers mois en tant que commandant en chef furent consacrés à une analyse approfondie de l'état de la flotte et à l'élaboration d'une stratégie de son développement. Gorchkov rassembla autour de lui une équipe d'officiers talentueux dont beaucoup avaient fait la guerre avec lui. Ensemble, ils créèrent le concept d'une nouvelle flotte soviétique, océanique, porteuse de missiles, capable de s'opposer aux forces navales de l'OTAN en tout point de l'océan mondial. L'une des premières initiatives de Gorchkov
fut le programme de modernisation des navires existants. Les systèmes d'artillerie obsolètes furent remplacés par des complexes de missiles et l'équipement radioélectronique fut perfectionné. Parallèlement, des projets d'unités de combat fondamentalement nouvelles furent développés, croiseurs et destroyers lance-missiles, sous-marins nucléaires. Une attention particulière fut accordée à la flotte sous-marine. Gorchkov voyait dans les sous-marins un moyen idéal de réponse asymétrique à la supériorité des États-Unis en porte-avions. À son initiative, le programme de construction de sous-marins nucléaires lance-missiles, capable de transporter des missiles balistiques à ogive nucléaire, fut accéléré. Une direction essentielle fut la création d'une infrastructure de base globale. Gorchkov comprit que sans point d'appui dans différentes régions du monde, la flotte océanique ne pourrait pas remplir efficacement ses missions. Le travail commença pour la création de bases navales et de points de soutien logistique dans les pays amis de l'Union soviétique. La révolution dans la stratégie navale initiée par Gorchkov est devenue un tournant dans l'histoire de la flotte soviétique. Arrivé à la tête de la marine en 1956, il s'est heurté à la conception dominante de l'époque, celle d'une flotte côtière limitée aux tâches défensives. Cette doctrine, enracinée dans l'idée traditionnelle de la Russie comme puissance continentale, ne répondait plus aux nouvelles réalités géopolitiques de l'ère nucléaire. Gorchkov a résolument rompu avec cette approche obsolète. Lors d'une réunion du Haut Commandement de la Marine en 1958, il a pour la première fois exposé publiquement sa conception révolutionnaire. Ces mots ont résonné comme un défi aux dogmes établis. De nombreux chefs militaires de la vieille école ont accueilli les idées de Gorchkov avec scepticisme, les considérant comme déconnectés de la réalité. Cependant, l'amiral était inébranlable. S'appuyant sur son expérience de combat et sa profonde compréhension de la nature changeante de la confrontation mondiale, il a méthodiquement démontré la nécessité d'un changement radical de priorité. Un élément clé de la nouvelle stratégie de Gorchkov fut la reconnaissance de l'arme nucléaire comme le principal facteur des conflits futurs. Il fut le premier parmi les chefs militaires soviétiques à réaliser que les vecteurs maritimes d'armes nucléaires, les sous-marins lanceurs d'engins balistiques, assuraient l'invulnérabilité des forces stratégiques et garantissaient la possibilité d'une frappe de représailles. Dans une note adressée au Politburo du comité central du PCUS, Gorchkov écrivait « Cette conception a servi de base au programme de construction de la flotte sous-marine nucléaire et missilistique soviétique qui est devenue par la suite la pierre angulaire de la stratégie de dissuasion nucléaire. » Un autre aspect révolutionnaire de la stratégie de Gorchkov fut la compréhension de la flotte comme instrument d'influence mondiale en temps de paix. Avant lui, les forces navales étaient considérées principalement dans le contexte d'un conflit armé potentiel. Gorchkov, quant à lui, a développé le concept selon lequel les navires de la flotte soviétique devaient être constamment présents dans les zones stratégiquement importantes de l'océan mondial, démontrant les capacités de l'URSS et protégeant ses intérêts sans recours à la force. En mettant en œuvre ce concept, Gorchkov a créé un système de présence permanente des navires soviétiques en Méditerranée, dans l'océan Indien et dans d'autres zones maritimes stratégiquement importantes. Une attention particulière dans la nouvelle stratégie a été accordée à la lutte contre les groupes aéronavals américains, la principale force de frappe de la flotte américaine. N'ayant pas la possibilité de créer à court terme des formations aéronavales comparables, Gorchkov a misé sur une réponse asymétrique, le développement de systèmes de missiles anti-navires. Sous sa direction, des systèmes d'armement uniques ont été développés, des missiles anti-navires capables de frapper de grandes cibles de surface à une distance significative. Sergueï Gorchkov est entré dans l'histoire comme le créateur de la flotte océanique moderne de l'URSS, une force puissante qui a modifié l'équilibre de la puissance maritime mondiale. Devenu commandant en chef de la marine, il a lancé un vaste programme de construction navale qui a transformé l'Union soviétique en la deuxième puissance maritime de la planète. La création d'une flotte sous-marine à propulsion nucléaire et dotée de missiles est devenue la pierre angulaire de cette nouvelle stratégie. Gorchkov comprenait que les sous-marins équipés de missiles balistiques étaient le moyen idéal de dissuasion stratégique. Sous sa direction, des croiseurs sous-marins nucléaires uniques des projets 667 et 941 ont été créés, capables de transporter des armes nucléaires et de rester en autonomie pendant de longues périodes. Simultanément, la flotte de surface se développait. Les croiseurs lance-missiles du projet 580, équipés de missiles anti-navires P-6,
ont été les premiers navires au monde capables de frapper des cibles à des centaines de kilomètres de distance. Ces navires, selon le plan de Gorchkov, devaient neutraliser la supériorité américaine en porte-avions. L'amiral a accordé une attention particulière à la création de l'aviation navale. Les porte-hélicoptères du projet 1123 et les croiseurs porte-avions du projet 1143 sont devenus un élément important d'une flotte équilibrée, capable de résoudre un large éventail de tâches, de la défense anti-sous-marine au soutien des opérations de débarquement. Gorchkov a personnellement supervisé le développement de ces navires, en apportant des ajustements à leurs projets. La création d'un système de base mondial est devenue une direction essentielle. Les bases navales en Syrie, au Vietnam, à Cuba et dans d'autres pays ont permis à la flotte soviétique d'opérer dans des régions éloignées de l'océan mondial. Parallèlement, un système de renseignement maritime et de désignation d'objectifs a été créé. Les navires de renseignement électronique, les systèmes de surveillance spatiale, les avions de détection radar à longue portée, tout cela assurait une supériorité informationnelle dans un conflit potentiel. Les succès de la construction navale soviétique ont suscité de sérieuses inquiétudes chez les stratèges occidentaux. L'amiral américain Elmo Zumwalt a reconnu « Gorchkov a créé une flotte qui nous a obligés à revoir nos plans et nos doctrines ». En effet, au milieu des années 70, l'URSS a atteint la parité avec les États-Unis sur les mers, une réalisation qui semblait impossible 2 décennies auparavant. L'héritage théorique de l'amiral Gorchkov est devenu la pierre angulaire de la doctrine navale soviétique pour les décennies à venir. Le couronnement de son activité scientifique fut l'ouvrage fondamental, publié en 1976. Ce livre, traduit en des dizaines de langues, a fait une véritable sensation dans les cercles navals du monde entier. L'Institut naval américain a même publié une édition spéciale avec les commentaires des principaux analystes américains, tant cet ouvrage était considéré comme important pour comprendre la stratégie soviétique. Dans son travail, Gorchkov a analysé pour la première fois de manière exhaustive le rôle de la flotte dans le monde moderne, allant bien au-delà des aspects purement militaires. La puissance maritime de l'État, ce ne sont pas seulement des navires de guerre, écrivait-il. C'est un système complexe, comprenant les flottes marchandes et de pêche, la science maritime, la construction navale, l'infrastructure portuaire. Une telle approche systémique était révolutionnaire pour son époque. L'œuvre de Gorchkov tirait une valeur particulière de la combinaison magistrale de l'analyse historique et de la prévision de l'avenir. Il a scrupuleusement étudié l'expérience des batailles navales de l'Antiquité à la Seconde Guerre mondiale, identifiant des régularités et en tirant des leçons. En même temps, l'amiral n'était pas l'esclave des analogies historiques. Il comprenait que l'ère nucléaire exigeait des approches fondamentalement nouvelles de l'utilisation de la puissance maritime. Gorchkov a été le premier à formuler le concept de flotte équilibrée, un système de force navale où chaque composant complète les autres, créant un effet synergique. Il a prouvé que la flotte avait besoin à la fois de capacités offensives et défensives, à la fois de moyens de projection de puissance et de protection de son propre territoire. Cette idée a servi de base au programme de construction de la marine soviétique, assurant son développement harmonieux. L'approche scientifique de Gorchkov se distinguait par son pragmatisme et son réalisme. Contrairement à de nombreux théoriciens, il tenait toujours compte des capacités économiques du pays, soulignait l'amiral. Cette directive a conduit à la création de types de navires uniques, optimisés pour des tâches spécifiques avec des coûts minimaux. Gorchkov a accordé une attention particulière aux facteurs humains dans ses travaux. « Le navire le plus parfait n'est qu'un instrument entre les mains de l'équipage », écrivait-il. L'amiral a développé un système complet de formation des officiers de marine, combinant l'éducation technique avec le développement des qualités de leadership et de la pensée stratégique. Gorchkov possédait un rare don de prévoyance. Dans ses travaux des années 70, il a prédit le rôle croissant des technologies de l'information dans la guerre navale, l'apparition d'armes de haute précision et de systèmes sans pilote. Bon nombre de ces prévisions se sont réalisées au XXIe siècle. L'activité scientifique de l'amiral ne se limitait pas aux recherches théoriques. Sous sa direction, un puissant complexe de recherche scientifique de la marine a été créé, comprenant des dizaines d'instituts et de laboratoires. Ces institutions s'occupaient de tout l'éventail des problèmes, de l'hydroacoustique à la médecine navale. Gorchkov supervisait personnellement les projets de recherche les plus importants, rencontrant régulièrement des scientifiques et des concepteurs. Il a créé une atmosphère unique de liberté créative
où les idées audacieuses et les solutions innovantes étaient valorisées. Grâce à cela, la flotte soviétique a connu de nombreuses avancées technologiques, des sous-marins en titane aux écranoplans. Au milieu des années 60 du XXe siècle, la marine soviétique, sous la direction de l'amiral Gorchkov, a commencé à mettre en œuvre une stratégie de présence mondiale, un concept qui semblait impensable une décennie auparavant. Cette doctrine impliquait la présence permanente de navires soviétiques dans toutes les zones stratégiquement importantes de l'océan mondial, de la Méditerranée à la région du Pacifique. La première étape a été la création de l'escadre méditerranéenne en 1964. Au plus fort de la guerre froide, les navires soviétiques ont défié la 6e flotte américaine dans des eaux que les Américains considéraient comme leur fief. Gorchkov a personnellement élaboré la structure de l'escadre, y incluant des croiseurs lance-missiles, des destroyers et des sous-marins. La présence constante de navires soviétiques en Méditerranée a radicalement changé la situation stratégique dans la région. L'efficacité de cette stratégie s'est manifestée de manière particulièrement éclatante pendant la guerre israélo-arabe de 1973. Lorsque les Américains ont envoyé des groupes aéronavals vers les côtes d'Israël, ils ont été accueillis par des navires soviétiques, délibérément mis en état d'alerte. Ce duel naval silencieux a contraint les États-Unis à faire preuve de retenue et à empêcher une intervention directe dans le conflit. Parallèlement au développement de l'escadre méditerranéenne, Gorchkov a créé un réseau de points d'appui dans diverses parties du monde. La base navale de Tartous en Syrie, les points de soutien logistique en Égypte, au Yémen, en Éthiopie, à Cuba. Tout cela est devenu des maillons d'une infrastructure mondiale assurant les opérations de la flotte loin des côtes natales. Une attention particulière a été accordée à l'océan Indien, une région par laquelle passaient les communications maritimes les plus importantes de l'Occident. Dans les années 70, une escadre opérationnelle permanente de la flotte soviétique y a été formée. Ces navires ont régulièrement fait escale dans les ports de l'Inde, de l'Irak, de la Somalie, montrant le pavillon et soutenant les régimes amis. L'océan Pacifique est également devenu une arène de la présence mondiale de la flotte soviétique. Les navires de la flotte du Pacifique ont régulièrement effectué des traversées vers les côtes de l'Asie du Sud-Est, de l'Australie et même de l'Amérique du Sud. Pendant la guerre du Vietnam, les navires soviétiques étaient constamment présents en mer de Chine méridionale, recueillant des renseignements et apportant un soutien moral au Nord-Vietnam. Gorchkov a développé un système unique de rotation des équipages, permettant aux navires de rester en mer pendant des mois sans retourner à la base. Les ateliers flottants, les pétroliers et les navires de ravitaillement assuraient l'autonomie des opérations des escadres opérationnelles en tout point de l'océan mondial. L'océan Atlantique n'a pas non plus été négligé par la flotte soviétique. Les navires de la flotte du Nord ont régulièrement mené des exercices dans les mers de Norvège et du Groenland, démontrant leur capacité à contrôler les communications maritimes vitales de l'OTAN. Des sous-marins ont effectué des patrouilles furtives près des côtes américaines, s'entraînant à des missions en cas de conflit potentiel. Derrière les titres et les insignes de Sergueï Georgievitch Gorchkov se tenait toujours un homme vivant, avec ses habitudes, son caractère et son style de leadership unique. Ceux qui connaissaient l'amiral personnellement notaient une combinaison étonnante de qualités, une volonté de faire et une attention aux détails, une pensée stratégique et le souci des personnes concrètes. Gorchkov n'a jamais été un chef de bureau. Même après avoir pris le poste de commandant en chef, il sortait régulièrement en mer sur des navires, descendait dans les compartiments des sous-marins, s'entretenait avec les marins et les officiers. Cette habitude d'être au cœur des événements lui donnait une compréhension inestimable de la situation réelle de la flotte. La journée de travail de l'amiral commençait à 6 heures du matin et se terminait souvent bien après minuit. Il possédait une capacité de travail phénoménale et exigeait la même chose de ses subordonnés, aimait répéter Gorchkov. Pourtant, il n'élevait jamais la voix. Il avait des méthodes plus efficaces dans son arsenal. Un simple regard froid de l'amiral pouvait faire en sorte qu'un commandant aguerri se sente comme un cadet ayant commis une bêtise. Le style de leadership de Gorchkov se distinguait par une combinaison d'exigence et de confiance. Après avoir assigné une tâche, il n'intervenait pas dans son exécution, mais évaluait le résultat avec rigueur et impartialité. L'initiative est doublement précieuse lorsqu'elle apporte des résultats, disait l'amiral, encourageant l'autonomie de pensée chez ses subordonnés. L'amiral possédait une mémoire étonnante des visages et des noms. Il pouvait, lors d'une rencontre, rappeler à un officier les détails d'une conversation qu'ils avaient eue des années auparavant.
Ce trait créait une atmosphère particulière d'implication personnelle de chaque marin dans la grande œuvre de construction de la flotte. Dans ses relations avec la direction politique du pays, Gorchkov faisait preuve d'une diplomatie remarquable. Il savait parler aux dirigeants du parti dans leur langue, formulant les questions techniques et stratégiques de manière compréhensible pour eux. En même temps, l'amiral restait toujours fidèle à ses principes et n'avait pas peur de défendre les intérêts de la flotte. Lorsque, au début des années 60, Khrouchtchev proposa de réduire le programme de construction de sous-marins nucléaires au profit des forces de missiles, Gorchkov prépara des contre-arguments si convaincants qu'il parvint à défendre sa position. Dans sa vie quotidienne, le commandant en chef était étonnamment modeste. Malgré son poste élevé, il vivait dans un appartement ordinaire, évitait les privilèges et les services spéciaux. La passion de l'amiral était les livres. Sa bibliothèque personnelle comptait des milliers de volumes sur l'histoire, l'art militaire, la technique. Il lisait en plusieurs langues et était au courant des dernières publications sur les questions navales dans le monde entier. Ses contemporains notaient l'étonnante capacité de Gorchkov à trouver un langage commun avec des personnes d'âge et de statut différents. Il s'entretenait avec la même attention, avec des concepteurs célèbres et de jeunes officiers, avec des académiciens et de simples marins. En même temps, l'amiral possédait le rare don d'écouter son interlocuteur, tirant des informations utiles de chaque conversation. Gorchkov était un chef exigeant mais juste. Il ne tolérait pas le mensonge et l'embellissement de la réalité. La vérité, aussi amère soit-elle, est meilleure que le plus beau des mensonges. Cette phrase est devenue une règle non écrite pour ses subordonnés. L'amiral savait reconnaître ses erreurs et n'avait pas peur d'assumer la responsabilité des échecs. Cet exemple d'honnêteté personnelle créait une atmosphère de confiance particulière dans l'ensemble du système de gestion de la flotte. L'héritage de l'amiral Gorchkov continue de vivre au XXIe siècle, façonnant l'image de la marine russe moderne et influençant la pensée navale mondiale. Des décennies après son départ, les idées de cet éminent amiral n'ont pas seulement conservé leur pertinence, mais ont acquis une nouvelle résonance dans le contexte de la géopolitique contemporaine. À l'ère actuelle de la mondialisation et de la lutte pour les ressources de l'océan mondial, le concept de flotte équilibrée, développé par Gorchkov, reste la pierre angulaire de la stratégie maritime russe. Le programme actuel de construction navale repose directement sur ces idées concernant la nécessité d'un développement harmonieux de tous les composants de la flotte, des sous-marins stratégiques lance-missiles aux navires de débarquement et aux navires de soutien. La prévoyance de Gorchkov concernant l'importance de la présence navale dans les régions clés du monde s'est avérée particulièrement pertinente. Le retour de la flotte russe en Méditerranée et ses actions actives au large des côtes syriennes sont une continuation directe de la stratégie établie par l'amiral dans les années 60 du siècle dernier. Comme Gorchkov l'avait prédit, la puissance maritime est devenue un instrument essentiel pour la protection des intérêts nationaux loin de ses propres côtes. Même les solutions technologiques mises en œuvre sous Gorchkov ont connu une seconde jeunesse dans les conditions modernes. Le concept de réponse asymétrique à la supériorité d'un adversaire potentiel s'est concrétisé par la création de missiles anti-navires hypersoniques, capables de neutraliser des groupes aéronavals. C'est un développement direct des idées que l'amiral défendait encore en pleine guerre froide. Les analystes navals occidentaux continuent d'étudier l'héritage théorique de Gorchkov. Son ouvrage fondamental fait partie du programme obligatoire des académies navales des États-Unis, du Royaume-Uni et d'autres pays de l'OTAN. L'amiral américain James Stavridis, ancien commandant suprême des forces alliées de l'OTAN en Europe, a qualifié Gorchkov de « En Russie, la mémoire de cet éminent amiral est perpétuée non seulement par les noms de navires et d'établissements d'enseignement, le principal héritage de Gorchkov est toute une école de pensée navale, des générations d'officiers formés à ses idées. Beaucoup de ses élèves ont atteint les plus hautes fonctions de commandement et continuent de développer les traditions qu'il a établies. Les défis contemporains, du terrorisme international à la piraterie, de la lutte pour les ressources arctiques à la protection des communications maritimes, exigent de nouvelles approches de l'utilisation des forces navales. Et ici, la méthodologie de Gorchkov, sa vision systémique des problèmes de stratégie maritime, reste une boussole fiable pour les amiraux actuels.